Bonjour. Dites-nous d'où vous venez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Certaines odeurs restent gravées dans votre mémoire. Pour Maurice Massé, cette odeur était celle de la lavande, douce, enivrante, rappelant ce matin du 1er juillet 1965, lorsque son monde a basculé. Ce matin où il a réalisé que l'humanité n'était pas seule dans l'univers, et que ce n'était pas toujours une bonne nouvelle. Le soleil n'était pas encore levé sur les collines de Provence que Maurice Massé, 41 ans, quitta sa maison, une tasse de café serrée et une cigarette gauloise à la main. L'air était frais et pur, empli du parfum de la lavande qui poussait en rang dans ses champs au nord du village de Valençol, dans le département des Alpes de Haute-Provence. C'était une matinée ordinaire pour un agriculteur ordinaire, dans un village français ordinaire. Mais depuis une semaine, quelque chose le tracassait. On lui volait sa lavande. Peu nombreux. Quelques pousses ici et là, comme si quelqu'un avait cueilli les fleurs pour un bouquet ou les avait collectées pour sa consommation personnelle. Les dégâts étaient minimes, mais agaçants. Massé avait passé des années à créer ces champs, chaque plante comptant. Probablement des enfants du village, marmonna-t-il en tirant une bouffée sur sa cigarette, ou des touristes qui croient pouvoir tout prendre gratuitement. Il était déterminé à prendre les voleurs en flagrant délit. Ainsi, à 17h45, le 1er juillet, il se tenait près d'un tas de gravats de 2 mètres de haut, à l'orée d'un vignoble surplombant un champ de lavande. Son tracteur Daimler était prêt à partir, mais Maurice voulait d'abord inspecter les lieux. C'est alors qu'il entendit un bruit, un sifflement, aigu, comme un réacteur d'avion mais plus mélodieux. Un bruit qui le fit instinctivement se baisser et regarder autour de lui. Un hélicoptère, pensa-t-il à voix haute. Sitôt le matin, les militaires utilisaient parfois ces champs pour s'entraîner, mais ils les prévenaient généralement à l'avance. Massé écrasa sa cigarette, irrité, et sortit de derrière les décombres pour voir ce qui se passait. Ce qu'il vit lui fit oublier le café, les cigarettes et les voleurs de lavande. 200 mètres plus loin, au milieu d'un champ de lavande, se dressait un objet de la taille d'une petite dauphine. De forme ovale, comme un ballon de rugby, mais en plus rond, il reposait sur 4 pieds fins, dont le support central était enfoncé dans le sol. La surface de l'objet était d'un argent mat et semblait luire faiblement dans la pénombre précédant l'aube. Il n'y avait ni couture, ni rivet, ni autre signe de fabrication humaine. Il y avait une trappe ouverte sur le côté, par laquelle on apercevait 2 chaises à l'intérieur. Mais le plus frappant n'était pas l'objet. 2 silhouettes se tenaient à côté. Massé crut d'abord à des enfants, des garçons d'environ 8 ans, à en juger par leur taille. Ils mesuraient environ 1,80 m et étaient accroupis, observant les plants de lavande. L'un lui tournait le dos, l'autre son visage. Mais à cette distance, il était difficile de distinguer les détails. « J'ai enfin attrapé les voleurs », murmura Massé, et il commença à se frayer un chemin avec précaution à travers le vignoble. Il essayait de ne pas trahir leur présence. Mais plus il s'approchait, plus il réalisait qu'il ne s'agissait pas d'enfants, ni même de personnes. Les silhouettes étaient vêtues de salopettes gris-vert moulantes qui moulaient leur corps, sans laisser paraître un seul pli. Elles ne portaient ni casque ni casquette, et Massé pouvait constater que leur tête était disproportionnée, comme des citrouilles, avec des joues hautes et charnues. Leur peau était lisse et blanche, presque translucide. Leurs yeux étaient grands, bridés, s'étendant presque jusqu'aux tempes. Leur menton était pointu, leur bouche petite, sans lèvres, et il émettait des sons. Pas des paroles au sens habituel du terme, mais une sorte de doux gargouillis ou de roucoulement, comme des colombes. Le son était à la fois apaisant et inquiétant, trop mélodieux pour un animal, mais trop étrange pour un homme. Mas s'arrêta à l'orée du vignoble, à seulement 70 mètres des créatures. Son cœur battait si fort qu'il était sûr qu'elle l'entendrait. Son esprit s'emballait pour rationaliser ce qui se passait. Une mascarade? Mais qui organiserait une mascarade à 5 heures du matin dans un champ de lavande? Des artistes de cirque? Mais où trouverait-il un tel appareil? Des tests militaires? Mais le gouvernement n'avait jamais admis posséder ce genre de technologie. Et puis l'une des créatures se tourna,
et le regarda droit dans les yeux. Ses yeux étaient immenses et noirs, sans pupilles ni iris visibles. Mais il y avait quelque chose d'humain en eux. Une expression que Mas qualifierait plus tard d'intelligente et paisible, ni malveillante, ni menaçante, mais certainement pas humaine. La créature se redressa lentement et pointa Mas du doigt. La seconde créature se leva également et se tourna vers le fermier. Mas savait qu'il avait été découvert, mais il continua quand même à traverser le champ. Quelque chose en lui, un mélange de curiosité et d'obstination, le poussait à avancer. Il devait découvrir ce qui se passait sur ces terres. Lorsque la distance fut réduite à 5 mètres, l'une des créatures sortit un petit objet de la poche de sa salopette, comme un crayon ou un tube fin. Il le pointa sur Mas, et le fermier se figea, non pas par peur, mais simplement parce que son corps cessa de lui obéir. Il ne pouvait plus bouger les bras, les jambes, ni même tourner la tête. Seuls ses yeux restaient sous son contrôle, et il pouvait respirer. Son cœur continuait de battre, mais chaque battement résonnait d'une douleur dans sa poitrine. « Que m'ont-ils fait ?» pensa Mas, essayant de bouger ne serait-ce qu'un doigt. Quel est cet appareil? Les créatures ne lui prêtèrent plus attention. Elles retournèrent à l'étude des plants de lavande, arrachant soigneusement des pousses individuelles et les plaçant dans des récipients. Leurs mouvements étaient précis, méthodiques, tels des scientifiques prélevant des échantillons. Le temps s'écoulait d'une lenteur pénible. Mas ne pouvait consulter sa montre, mais il lui semblait qu'une éternité s'était écoulée. Le soleil commençait à se lever sur les collines, teintant le ciel de rose et d'or. Le parfum de la lavande s'intensifiait dans la chaleur matinale. Pendant ce temps, les deux créatures ramassaient méthodiquement des plantes. Échangeant des gargouillis de temps à autre, ils finirent par terminer. L'une d'eux s'approcha de l'écoutille ouverte du vaisseau spatial et dit quelque chose à son partenaire. Le son était plus aigu, peut-être un ordre ou un avertissement. Ils commencèrent à se diriger vers l'engin. Les créatures se déplaçaient étrangement. Elles ne marchaient pas, mais glissaient, comme si leurs pieds touchaient à peine le sol. Ils montèrent à bord par une trappe latérale, qui se referma derrière eux si doucement que la fermeture était invisible. Mas ne pouvait toujours pas bouger, mais il entendait un bourdonnement à l'intérieur de l'engin, un son sourd et vibrant qui lui faisait mal aux dents. L'engin commença à s'élever. Lentement, sans à-coups ni effort visible, il quitta le sol. 4 pattes se rétractèrent dans le corps. Le support central fut arraché du sol avec un léger bruit sec. L'objet flottait à environ 2 mètres au-dessus du champ. Puis un sifflement retentit, le même son strident qui avait attiré l'attention de Mas, mais beaucoup plus fort. L'engin s'éleva à une telle vitesse que le fermier eut à peine le temps de suivre son mouvement. En quelques secondes, il se transforma en un petit point sur le ciel matinal, puis disparut complètement, se fondant dans le bleu. La paralysie commença à s'estomper progressivement. Mas put d'abord bouger ses doigts, puis ses bras, et enfin faire un pas. Il lui fallut une vingtaine de minutes pour se rétablir complètement, debout au milieu d'un champ de lavande, cherchant à comprendre ce qui s'était passé. Qu'est-ce que c'était? Un rêve? Une hallucination? Mais alors, comment expliquer les traces? Car il y en avait. À l'emplacement de l'appareil, subsistait une dépression bien ronde dans le sol, d'environ 1,20 m de diamètre. Au centre de cette dépression, un trou cylindrique de 18 cm de diamètre et de 40 cm de profondeur. Une trace du support central. De ces trous, des rainures peu profondes, longues de 2 mètres chacune, divergeaient dans 4 directions, formant une croix. La terre, dans ces rainures, était compacte, comme si un lourd rouleau compresseur était passé dessus. Mais le plus étrange était autre chose. Au matin, la terre était ordinaire, meuble fraîchement labouré. Mais maintenant, c'était humide, comme s'il venait de pleuvoir, malgré un ciel absolument dégagé. Mas essaya de ramasser une poignée de cette terre. Elle était collante, comme de l'argile, et dégageait une étrange odeur métallique. Rien à voir avec la terre ordinaire de son champ. Il observa les plants de lavande à quelques mètres du lieu de plantation. Ils semblaient normaux, mais quelque chose clochait.
Mas ne comprit pas immédiatement ce qui se passait, jusqu'à ce qu'il essaie d'en cueillir une. La tige tomba en poussière sous ses doigts. Ni desséchée, ni fanée, juste effritée. Comme s'il n'y avait pas d'humidité à l'intérieur, seulement une poudre grise. Mas essaya une autre tige, puis une autre. Le résultat fut le même. Toutes les plantes dans un rayon d'une centaine de mètres autour du lieu de plantation semblaient vivantes, mais se réduisaient en poussière au moindre contact. Qu'ont-ils fait à ma terre? À mes plantes? Mas sentit un frisson lui parcourir l'échine. Quoi qu'il en soit, cela avait un effet physique sur l'environnement. Ce n'était ni une hallucination, ni un rêve. C'était réel. Lorsque Mas rentra chez lui, le soleil était déjà haut à l'horizon. Sa femme, Marie, préparait le petit déjeuner et fut surprise de voir son mari dans un tel état, pâle, agité, avec une expression étrange sur le visage. « Maurice, que s'est-il passé ?» demanda-t-elle. « On dirait que tu as vu un fantôme. » Mas s'assit à la table de la cuisine et tenta de rassembler ses pensées. Comment raconter quelque chose qu'il avait lui-même du mal à croire? Comment expliquer à sa femme qu'un vaisseau spatial transportant des créatures d'un autre monde avait atterri dans leur champ? J'ai vu quelque chose d'étrange dans le champ, commença-t-il prudemment. Des gens, ou pas des gens. Ils étaient à côté d'une sorte d'appareil. Marie fronça les sourcils. Quel genre de gens? Des touristes? Non, pas des touristes. Ils étaient différents, petits, et ils avaient une machine volante, comme un gros œuf sur pattes. Sa femme le regarda avec inquiétude. « Maurice, tu devrais peut-être t'allonger. Tu as eu un mois difficile, beaucoup de travail. Je ne suis pas fou, dit Massé sèchement, puis il s'adoucit. Je suis désolé, c'est juste. C'était tellement réel, et il y avait des traces dans le champ. Après le petit déjeuner, il emmena sa femme sur les lieux. Marie examina la dépression, goûta la terre étrange et collante, toucha les plantes tombées en poussière. « Maurice, dit-elle doucement, je ne sais pas ce qui s'est passé ici, mais il s'est produit quelque chose. Ce n'était pas la confirmation qu'il espérait, mais au moins sa femme ne le prenait pas pour un fou. Pas encore. » Pendant la journée, Massé retourna plusieurs fois sur le lieu de plantation. La terre humide s'assécha peu à peu, mais elle ne redevint pas la terre meuble habituelle. Elle durcit, devenant de plus en plus semblable à du ciment. Le soir, la surface était si dure qu'on pouvait marcher dessus sans laisser de traces. Et cette nuit-là, les rêves commencèrent. Le premier rêve survint la même nuit. Mas rêva qu'il se tenait à nouveau dans le champ de lavande. Mais cette fois, il n'était pas seul. À côté de lui se trouvait l'un des êtres, celui qui avait pointé l'appareil sur lui. Mais cette fois, il ne semblait pas menaçant. Dans le rêve, il parlait, pas avec des voix, des mots qui lui venaient directement à l'esprit, clairs et distincts. « N'ayez pas peur de nous, dit l'être. Nous ne voulons aucun mal à votre espèce. »« Qui êtes-vous » demanda Mas dans le rêve. « D'où venez-vous » ? « Nous sommes des explorateurs. Nous étudions les civilisations en développement. Votre planète est à une étape importante de son évolution. Pourquoi avez-vous choisi mon domaine? Nous étudions les plantes. Comprendre la biosphère de la planète nous aide à comprendre ses habitants. » Dans le rêve, Mas ressentit un calme étrange, comme si la présence de l'être l'emplissait de paix. La sensation était si réelle qu'il se réveilla avec un sentiment de perte. Mais les informations reçues dans le rêve restèrent gravées dans sa mémoire avec une clarté photographique. La nuit suivante, le rêve se répéta, mais avec des détails supplémentaires. « Votre espèce est sur le point de connaître de grands changements, dit la créature. Certains de ces changements seront douloureux. Nous étudions comment aider les civilisations à survivre à de telles périodes. Quels changements? Votre technologie évolue plus vite que votre sagesse. Bientôt, vous aurez le pouvoir de détruire votre planète. Nous espérons que cela n'arrivera pas. Et si cela arrive, alors nous préserverons la mémoire de votre civilisation, comme nous l'avons fait auparavant pour d'autres mondes. » Mas se réveilla en sueur.
Les paroles de la créature ne ressemblaient pas à une menace, mais à une triste réalité. Au fond de lui, il comprenait qu'il ne s'agissait pas d'un rêve, mais d'une communication réelle. Mais chaque jour qui passait, il devenait de plus en plus difficile de rester éveillé. 3 jours après avoir rencontré Mas, ce que les médecins appelleraient plus tard une fatigue inexplicable, commença. Au début, il se mit simplement à dormir plus longtemps que d'habitude. 12 heures au lieu de 7 ou 8, puis 14. Le 4e jour, il dormit presque une journée d'affilée, et ne se réveilla que parce que sa femme le réveilla péniblement, le forçant à manger. « Maurice, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Marie était au bord de la panique. « Dois-je appeler un médecin ?»« Non, » marmonna-t-il, gardant à peine les yeux ouverts. « Ça va passer. Je suis juste tellement fatigué. » Il se rendormit à table. Les rêves continuèrent chaque nuit, devenant plus détaillés. La créature lui parla d'autres mondes, d'autres civilisations qu'elle avait étudiées. Elle lui montra des images de planètes sous des étoiles extraterrestres, des villes construites sur des principes incompréhensibles, des créatures autrefois intelligentes, mais qui n'avaient pas survécu à leur propre progrès technologique. Certains se sont détruits par la guerre, expliqua la voix dans la tête de Mas. D'autres en polluant leur propre planète. D'autres encore ont tout simplement perdu tout intérêt pour la vie lorsque la technologie a tout remplacé pour eux. Mais certains ont survécu. Oui, ceux qui ont acquis la sagesse avant d'acquérir un pouvoir destructeur. Nous espérons que votre espèce pourra apprendre aussi. Et vous, vous avez vécu cela aussi? Un silence. Un long silence triste. Nous sommes tout ce qui reste de notre monde. Massé se réveillait chaque matin de plus en plus épuisé, comme si ses rêves lui aspiraient toute sa force vitale. Marie insista pour consulter un médecin, mais le docteur Garneau, de Manosque, ville voisine, ne trouva rien d'anormal. « Vous êtes en bonne santé physique, monsieur Massé, » dit le médecin en retirant son stéthoscope. « C'est peut-être dû au stress. Avez-vous beaucoup travaillé ces derniers temps ?» Massé ne parla pas au médecin de sa rencontre avec les êtres. Il n'était pas encore prêt à être déclaré fou. Mais, au bout d'une semaine, la situation était devenue si grave qu'il décida de se confier à un ami. Louis Barrault, propriétaire du Café des Sports, au centre de Valençol, connaissait Massé depuis l'enfance, et ils passaient souvent leurs soirées à discuter d'agriculture, de politique et de la vie. Si quelqu'un pouvait écouter une histoire incroyable sans l'accuser immédiatement de folie, c'était bien Louis. Massé arriva au café le soir du 8 juillet. Il avait l'air terriblement pâle, les yeux cernés, la fatigue le contraignait à se lever. « Mon Dieu, Maurice, tu ressembles à un cadavre, » dit Barrault, en lui versant un pastis. « Que s'est-il passé ?» Massé but la liqueur d'Annie d'un trait et regarda son ami d'un air sérieux. « Louis, je vais te dire quelque chose, et soit tu me croiras, soit tu me croiras fou, mais il faut que je le dise à quelqu'un, sinon ça me tuera. » Et il le fit. Le matin du 1er juillet, les créatures du champ de lavande, la machine, la paralysie, les traces dans le sol, les rêves. Barrault écouta en silence, resservant du pastis à son ami de temps en temps. Quand Massé eut terminé, le silence régna dans le café. « Tu peux me montrer cet endroit ?» demanda finalement Barrault. « Bien sûr. » Ils se dirigèrent ensemble vers le champ. Barrault examina la terre durcie, goûta les plantes tombées en poussière et mesura soigneusement la dépression et les rainures radiales. « Maurice, dit-il enfin, je te connais depuis 40 ans. Tu ne m'as jamais menti ni fantasmé. Si tu dis l'avoir vu, tu l'as vu. Tu me crois? Je crois que tu as vu quelque chose de très inhabituel. Ce que c'était, je l'ignore. Mais je pense que tu devrais le dire aux gendarmes. » Massé frissonna. « Ils me prendront pour un fou. » « Pas nécessairement. Tu as des preuves matérielles. Et je serai témoin que tu as raconté la même histoire sans la contredire. » Le lendemain, Barrault lui-même appela la gendarmerie. Chapitre 10. L'enquête officielle. Le capitaine Vallet, de la gendarmerie de Digne, arriva à Valençol le 10 juillet, avec 2 subordonnés et un photographe. C'était un militaire de carrière, un vétéran de la guerre d'Algérie, habitué aux histoires étranges et méfiant envers les témoignages civils. Mais ce qu'il vit sur le champ Massé le fit reconsidérer son scepticisme. Les traces étaient indéniables. Une dépression circulaire géométriquement parfaite, avec un trou cylindrique au centre
et 4 rainures radiales. Une terre dure comme du ciment. Des plantes qui tombaient en poussière au toucher. « Monsieur Massé, dit le capitaine une fois l'inspection terminée, j'ai quelques questions à vous poser. Et je veux que vous répondiez honnêtement, même si les réponses vous paraissent étranges. » « Bien sûr. »« Buvez-vous de l'alcool ?»« Avec modération. »« Un verre de vin au dîner, parfois du pastis avec des amis. »« De la drogue ?»« Jamais. »« Avez-vous des problèmes de santé mentale? Hallucinations? Dépression? Quelque chose de ce genre? » « Non. Demandez au docteur Garneau. »« Je vais le faire. Dites-moi, quel avantage pourriez-vous tirer de raconter cette histoire? » Massé rit amèrement. « Avantage? Capitaine, regardez-moi. Je n'ai pas dormi depuis une semaine. Ma femme pense que je suis malade. Les voisins chuchotent dans mon dos. Quel avantage, bon sang? » Le capitaine Vale hocha la tête. Il avait vu assez de menteurs pour les distinguer des honnêtes gens. Et Mas disait clairement la vérité, du moins celle qu'il croyait. « Très bien. Nous recueillerons votre témoignage et mènerons une enquête plus approfondie. Mais je dois vous prévenir, si cela s'avère être une farce, vous risquez une lourde amende pour fausse alerte. Ce n'est pas une farce. On verra bien. » Les gendarmes prirent des photographies détaillées des lieux, prélevèrent des échantillons de terre et de plantes, et dressèrent un plan détaillé des fouilles. Le capitaine Vallée interrogea les voisins, mais personne n'avait rien vu ni entendu de suspect. 3 jours plus tard, un homme arriva à Valençol qui allait tout changer. Aimé Michel était l'un des plus célèbres ufologues français. Mathématicien de formation, il avait passé des années à étudier systématiquement les signalements d'objets volants non identifiés et avait créé la première classification scientifique de ces cas. Le 8 août 1965, il se rendit à Valençol pour rencontrer Massé en personne et examiner les lieux. Ce qu'il découvrit dépassa toutes ses espérances. « Monsieur Massé, » dit Michel en examinant attentivement la terre durcie, « réalisez-vous que vous avez assisté à l'un des contacts les plus importants de l'histoire? » « Important ?» Massé semblait épuisé. Depuis leur rencontre, il avait du mal à travailler correctement à cause d'une fatigue constante. « Important pour qui? Cela me gâche la vie. »« Pour l'humanité, » répondit Michel avec sérieux. « Les traces physiques que vous montrez confirment la réalité du contact, et votre description des créatures correspond au rapport d'autres pays. » Michel sortit de sa mallette un dossier de photographies et de dessins. « Regardez ça, Socorro, Nouveau-Mexique, avril 1964. Le policier Lonnie Zamora a vu un objet similaire et des traces similaires. » Mas regarda les photographies et pâlit. Les traces ressemblaient étrangement à celles laissées dans son champ. La même dépression circulaire, les mêmes rainures radiales. Est-ce le même objet? Peut-être, ou très similaire. Monsieur Mas, puis-je vous montrer un autre dessin? Michel sortit un schéma de l'objet vu à Socorro. Mas y jeta un coup d'œil et recula. Oui, murmura-t-il. Oui, c'est bien ça. Exactement le même. Êtes-vous sûr? Absolument. Même forme, même pied, même support central. Michel nota la réponse de Mas et poursuivit son interrogatoire. Il posa des questions pendant des heures, revenant sans cesse sur les mêmes détails, vérifiant la cohérence du récit. Le récit de Mas resta inchangé. « Maintenant, j'aimerais examiner les plans, » dit Michel. Ils marchèrent jusqu'à la lisière du champ, là où commençait la zone d'impact. Michel sortit une loupe et examina attentivement la lavande abîmée. « C'est incroyable, » murmura-t-il. « Les pousses qui ont poussé avant le 1er juillet sont complètement sèches, mais celles qui sont apparues après cette date poussent avec une vigueur inhabituelle. » Il montra à Mas 2 pousses du même buisson, l'une brune et friable, l'autre vert vif et juteuse. C'est comme si quelque chose avait divisé la croissance de la plante en avant et après contact. Je n'ai jamais rien vu de tel. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, mais c'est une preuve supplémentaire que quelque chose d'extraordinaire s'est produit ici. À la fin de la visite,
Michel a fait une déclaration qui a choqué Massé. Monsieur Massé, j'étudie ce genre de cas depuis 20 ans. Votre cas est l'un des contacts avec des objets non identifiés les mieux documentés en Europe. Mais je dois vous prévenir. Journalistes, scientifiques et curieux vont affluer. Votre vie va changer. Pour le meilleur ou pour le pire. Je ne sais pas, mais elle va certainement changer. Michel avait raison. En moins d'une semaine, les premiers journalistes frappaient à la porte de Massé. L'article du journal local, Le Provençal, était prudent et factuel. Étrange incident à Valençol, titrait-il. Il était suivi d'un résumé de la déclaration de Massé et d'un commentaire de la gendarmerie indiquant que l'enquête était en cours. Mais lorsque l'histoire fut reprise par les médias nationaux, tout changea. Le Figaro en fit la une. Un agriculteur affirme avoir rencontré des extraterrestres. François fut encore plus sensationnel. Invasion martienne en Provence. Et les tabloïds s'emballèrent. Sexe avec des extraterrestres. Un homme enlevé par des astronautes. La fin du monde a commencé dans un champ de lavande. Une foule de journalistes, de touristes et de curieux afflua chez Massé. Le fermier, qui avait toujours chéri la paix et la tranquillité, se retrouva soudain au cœur d'un ouragan médiatique. « Monsieur Massé, crièrent les journalistes en agitant micro et bloc-notes. « Que vous ont dit les extraterrestres? Vont-ils revenir? Ont-ils envoyé un message à l'humanité? Ils ne m'ont pas parlé, répéta Massé d'un ton las. Je vous ai raconté ce qui s'est passé 1000 fois. Je n'ai rien à ajouter. Mais peut-être avez-vous oublié quelque chose? Un détail important? Non, je me souviens très bien de tout. Et les rêves? On dit que vous avez fait des rêves étranges après la réunion? Massé se figea. Il n'avait jamais parlé de ses rêves à personne, sauf à sa femme. Comment les journalistes l'avaient-ils découvert? Il n'y a pas eu de rêve, mentit-il. Mais il était trop tard. La rumeur des messages télépathiques commença à circuler dans la presse, acquérant des détails fantastiques. Fin août, une foule de touristes assiégeait la maison de Massé. Ils arrivèrent en bus de Paris, Lyon et Marseille pour voir le site de contact extraterrestre. Ils foulèrent les champs de lavande, prirent des photos sur fond de terre durcie, demandèrent des autographes. Les commerçants locaux comprirent rapidement comment tirer profit de la situation. Des t-shirts à l'effigie des extraterrestres de Valençol, des porte-clés ovnis et des pots de lavande spatiale apparurent dans les boutiques de souvenirs. « C'est devenu un cirque », dit Massé à sa femme, après une journée particulièrement difficile. « Je veux que ça cesse. »« On devrait peut-être partir ?» suggéra Marie. « Vendre la ferme et aller vivre loin ?»« Non, c'est notre terre, notre maison. Je ne me laisserai pas expulser. » Mais le prix de la célébrité était élevé. Massé pouvait à peine travailler. Il était constamment fatigué, et les foules de touristes l'empêchaient de cultiver tranquillement. Le budget familial était saturé. Et puis un événement inattendu se produisit. Début septembre, des personnes arrivèrent à Valençol qui se présentèrent comme des chercheurs du ministère de la Défense. Ils étaient 3, 2 hommes d'âge moyen en costume formel et une femme au visage dur qui prenait des notes dans un carnet. « Monsieur Massé, dit le chef du groupe en se présentant comme Docteur Lemaire, nous aimerions vous parler des événements du 1er juillet. Je l'ai déjà dit à tous ceux qui voulaient savoir, répondit Massé d'un ton las. Je n'ai rien de nouveau à vous dire. Nous comprenons, mais nos questions seront quelque peu différentes. Nous nous intéressons à des détails qui pourraient ne pas intéresser les journalistes. Ils ont passé toute la journée avec Massé à lui poser des questions étranges et très précises. Quelle était la forme exacte des empreintes de l'objet? Pouvez-vous estimer le poids de l'appareil à partir de la profondeur des empreintes? Quelle était la vitesse d'ascension de l'objet? Avez-vous entendu des interférences radio ce jour-là? Avez-vous remarqué des changements dans le comportement des animaux? Et la question la plus étrange de toutes, posée par une femme. Monsieur Massé, après la réunion, avez-vous eu l'impression que quelqu'un vous observait? Massé y réfléchit. Maintenant qu'elle le demandait directement, il sentait vraiment parfois la présence de quelqu'un d'autre. Surtout la nuit, lorsqu'il ne parvenait pas à dormir de fatigue,
Il lui semblait que quelqu'un se tenait près de la maison et regardait par les fenêtres. Peut-être, répondit-il prudemment. Mais cela pourrait être lié au stress de toute cette attention. Bien sûr, acquiesça la femme en écrivant quelque chose. Avant de partir, le docteur Lemaire dit quelque chose qui mit Mas sur ses gardes. Monsieur Mas, ce qui vous est arrivé concerne la sécurité nationale. Nous vous demandons de ne pas informer les étrangers de notre visite et des questions que nous vous avons posées. Il en va de votre sécurité personnelle et de celle de l'État. Qu'entendez-vous par sécurité personnelle? Certaines forces, tant dans le pays qu'à l'étranger, pourraient tenter d'exploiter votre expérience à leurs propres fins. Nous voulons vous protéger de toute attention indésirable. Après leur départ, Mas resta assis dans son jardin un long moment, réfléchissant à cette conversation. Qu'y avait-il de si important dans sa rencontre avec ces créatures pour que le gouvernement s'y intéresse? Et de qui exactement veulent-ils le protéger? La réponse arriva une semaine plus tard. Il était environ minuit, le 15 septembre, lorsque Mas fut réveillé par un bruit étrange. Pas fort, plutôt un léger bourdonnement qui lui semblait familier, mais pas tout à fait. Il sortit du lit et alla à la fenêtre. Dehors, il faisait calme et sombre. Seule la lune projetait une lumière argentée sur les champs de lavande. Et puis il le vit. À l'endroit même où le premier objet avait atterri, 2 mois et demi plus tôt, se trouvait un autre engin. Similaire, mais pas identique, plus grand, avec des protubérances et des antennes supplémentaires. Le cœur de Mas se mit à battre si fort qu'il sentit un pouls dans ses oreilles. Ils étaient de retour. Des silhouettes se déplaçaient autour de l'objet. Non pas 2, comme la première fois, mais 5 ou 6. Elles s'activaient autour de l'engin, installant du matériel, prélevant des échantillons de terre et de plantes. Mas voulut réveiller sa femme, mais il ne pouvait pas bouger. Cette fois, la paralysie s'était installée avant même que quelqu'un ne pointe l'appareil sur lui. La simple vue des créatures empêcha son corps de lui obéir. Il ne pouvait que rester près de la fenêtre et observer. Les créatures travaillaient silencieusement et méthodiquement. Ils connaissaient visiblement la région, se déplaçant avec assurance, sachant exactement où chercher quoi. L'un d'eux s'approcha de la maison et s'arrêta juste sous la fenêtre de la chambre de Massé. Le fermier baissa les yeux vers elle. La créature leva la tête et le regarda droit dans les yeux. Soudain, une voix résonna dans la tête de Massé. « Maurice Massé !» C'était clair et net, comme si quelqu'un lui parlait directement à l'oreille. « N'aie pas peur, nous sommes venus terminer nos recherches. »« Pourquoi es-tu revenu ?» pensa Massé, incertain qu'il l'entendrait. « Le premier contact nous a donné des informations importantes, mais nous avons besoin de plus de données sur l'impact de notre présence sur votre biosphère. » « Nous étudiez-vous » ? « Nous étudions toutes les formes de vie sur les planètes que nous visitons. Mais votre espèce est particulièrement intéressante. Vous êtes à un tournant de votre développement. Qu'est-ce que cela signifie? Votre civilisation va bientôt acquérir des technologies qui pourront soit vous élever à un niveau d'existence supérieur, soit vous détruire. Nous étudions ces périodes de transition. Mas voulut poser une centaine de questions supplémentaires, mais la créature s'éloignait déjà de la maison. Quelques minutes plus tard, tout le groupe termina son travail et embarqua dans l'appareil. L'objet s'éleva dans les airs avec le même sifflement que la première fois et disparut dans le ciel nocturne. La paralysie disparut peu à peu. Au matin, Mas pouvait se déplacer normalement, mais il se sentait encore plus épuisé que d'habitude. De nouvelles traces subsistaient à l'endroit du deuxième atterrissage, plus complexes, avec des dépressions et des sillons supplémentaires. Le sol redevint une masse cimentée. Mais le plus étrange était autre chose. La fatigue qui avait tourmenté Mas pendant 2 mois commença soudain à s'estomper. Au cours des semaines suivantes, l'état de Mas s'améliora progressivement. Il put à nouveau dormir normalement, travailler toute la journée, communiquer avec les gens sans ressentir constamment l'épuisement. Mais ce n'était pas seulement sa condition physique qui s'était améliorée.
Mas commença à remarquer que sa mémoire était devenue plus vive, sa concentration plus grande et son intuition étonnamment précise. Il pouvait prédire la météo plusieurs jours à l'avance, pressentir l'approche des problèmes techniques et comprendre l'humeur des gens avant même qu'ils ne disent quoi que ce soit. « Maurice, il t'arrive quelque chose, » dit sa femme un soir. « Tu es devenu différent. » En quel sens? Plus attentif, comme si tu voyais des choses que tu n'avais pas remarquées auparavant. Massé savait que sa femme avait raison. Les rencontres avec ces êtres l'avaient profondément transformé. Mais il n'en comprit l'ampleur qu'en novembre, lorsque l'astrophysicien français Pierre Guérin vint à Valensole. Guérin était un scientifique sérieux, sceptique par nature, venu démasquer un autre canular. Mais après 3 jours d'étude des lieux et de conversation avec Massé, son opinion avait radicalement changé. « Monsieur Massé, dit-il le dernier jour de la visite, je dois vous poser une question délicate. Après vos rencontres avec ces êtres, avez-vous eu le sentiment d'avoir acquis de nouvelles connaissances? » Massé hésita. Jusqu'à présent, il n'avait jamais parlé à personne des rêves et des voix dans sa tête. « Peut-être, répondit-il prudemment. Parfois, je pense savoir des choses que je ne devrais pas savoir. Comme des jours, je peux prédire le temps avec plus de précision que les météorologues. Je peux repérer les problèmes technologiques avant qu'ils ne surviennent. Et parfois, je rêve d'autres mondes. » Guérin nota la réponse et hocha la tête. « Monsieur Massé, ce qui vous est arrivé dépasse le simple contact. Je pense que ces êtres ne vous étudiaient pas seulement, ils vous ont transmis quelque chose. » « Quoi exactement? Je ne sais pas, mais j'aimerais vous suggérer de passer une série de tests, avec votre permission bien sûr. » Les tests que Guérin a effectués au cours des mois suivants ont donné des résultats étonnants. Le QI de Massé a augmenté de 30 points. Sa capacité de raisonnement spatial dépassait celle de 99% de la population. Et les tests de perception extrasensorielle ont donné des résultats qui, statistiquement, ne pouvaient pas être expliqués par le hasard. « Monsieur Massé, » dit Guérin en montrant les résultats, « vous êtes devenu une personne différente, littéralement. » « Qu'est-ce que cela signifie? » « Je pense que vos visiteurs ont modifié votre cerveau. Pas physiquement, les IRM ne montrent aucun changement, mais à un niveau plus subtil, ils ont modifié le fonctionnement de votre conscience. Pourquoi? Peut-être pour que vous puissiez servir de médiateur entre leur civilisation et la nôtre. Ces paroles se sont avérées prophétiques. L'hiver 1965-66 apporta à Mas des expériences nouvelles, encore plus étranges. Les rêves devinrent réguliers. Toutes les 2 ou 3 nuits, il voyait des images de mondes lointains, rencontrait différentes espèces d'êtres intelligents, recevait des informations sur des technologies que l'humanité n'avait pas encore inventées. Mais surtout, il commença à comprendre que rien de tout cela n'était le fruit du hasard. « Maurice Mas, » dit la voix dans sa tête lors d'un de ses rêves, « vous avez été choisi pour un rôle particulier. » « Quel rôle? Votre espèce sera bientôt confrontée à de graves problèmes. Pollution de la planète, surpopulation, épuisement des ressources, danger de guerre nucléaire. Sans aide, vous pourriez ne pas survivre. Et vous nous aiderez? Nous ne pouvons pas intervenir directement, mais nous pouvons transmettre notre savoir par l'intermédiaire de membres choisis de votre espèce, des gens comme vous. Pourquoi moi? Vous vivez au plus près de la Terre. Vous comprenez les cycles de la nature. Vous n'êtes pas corrompu par la civilisation urbaine. Et vous possédez une qualité que nous apprécions. Quoi? L'honnêteté. Vous dites la vérité, même si cela vous dérange. Mas se réveilla avec la claire compréhension que sa vie avait changé à jamais. Il n'était plus seulement un agriculteur de Valensole. Il était devenu un pont entre 2 civilisations. Au cours des mois suivants, les informations qu'il recevait dans ses rêves devinrent plus concrètes et pratiques. Des méthodes agricoles permettant d'augmenter les rendements sans endommager les sols. Et Mas, des méthodes de purification de l'eau plus simples et plus efficaces que celles existantes.
Des principes pour créer de l'énergie à partir des processus naturels. Mass commença à appliquer soigneusement certaines de ses connaissances à sa ferme. Les résultats furent impressionnants. Ses récoltes augmentèrent de 40% et le sol devint plus fertile. Plus que jamais. Mais il savait que ce n'était qu'un début. Fin 1966, Massé possédait des connaissances qui avaient des décennies d'avance sur la science officielle. Il comprenait les principes des lasers avant leur invention, connaissait la possibilité de créer des matériaux aux propriétés spécifiques et imaginait les principes de l'agriculture écologique qui ne seraient mis en pratique que dans les années 1980. Mais partager ces connaissances était dangereux. Après plusieurs tentatives pour expliquer de nouvelles méthodes agricoles aux agriculteurs voisins, Massé réalisa qu'il était considéré comme un excentrique. Maurice avec ses idées cosmiques, disait-on de lui au village. Et cette tentative de transmettre quelques idées techniques aux scientifiques eut des conséquences inattendues. Début 1967, des représentants du ministère de la Défense vinrent le voir à nouveau. Les mêmes personnes qui lui avaient rendu visite en septembre 1965. Monsieur Massé, dit le docteur Lemaire, nous avons appris que vous aviez partagé certaines idées techniques avec le professeur Durand de l'Université d'Aix-en-Provence. Oui, je lui ai parlé de la méthode permettant d'obtenir de l'énergie à partir des différences de température. Cela pourrait être utile. D'où teniez-vous ces connaissances? Mass hésita. Comment pouvait-il expliquer qu'il recevait des informations d'êtres extraterrestres pendant son sommeil? Ce ne sont que des idées qui me viennent. Monsieur Mass, ces idées ont 20 ans d'avance sur la science moderne. Nous voulons en connaître la source. La conversation dura plusieurs heures. Finalement, Mass dut admettre que l'information lui était parvenue de manière inhabituelle, mais refusa d'entrer dans les détails. Très bien, dit le docteur Lemaire. Mais nous vous demandons de ne plus partager ces connaissances avec de personnes extérieures. Cela pourrait constituer une menace pour la sécurité nationale. Mais ces connaissances pourraient être utiles. Peut-être, mais elles pourraient aussi être utilisées à des fins néfastes. Imaginez ce qui se passerait si de telles informations tombaient entre les mains de nos ennemis. Mass comprit qu'il était tombé dans un piège. Les connaissances censées aider l'humanité étaient devenues un secret d'État. Après le départ des représentants du ministère, il réfléchit longuement à la situation. Il en vint à la conclusion qu'il devait trouver un autre moyen de transmettre les connaissances acquises. Massé ne pouvait pas partager ouvertement ses connaissances technologiques, mais il trouva des solutions. Il commença à écrire des articles sur l'agriculture biologique pour des revues agricoles, présentant ses idées comme le fruit de nombreuses années d'expérimentation. Les méthodes qu'il décrivait fonctionnaient réellement et peu à peu, les agriculteurs de toute la France commencèrent à les utiliser. Il conseillait les jeunes scientifiques, orientant soigneusement leurs recherches dans la bonne direction. Il ne donnait jamais de réponses toutes faites, mais posait les bonnes questions, suggérait des pistes d'expérimentation prometteuses. Il aidait les inventeurs, les ingénieurs, les médecins, sans révéler la source de ses connaissances, mais en leur montrant des possibilités qu'ils n'avaient pas vues. Au cours de ces 10 années d'activité, les idées que Massé recevait des créatures, il a imprégné des dizaines de projets scientifiques et de développement technique. Nombre d'entre eux sont devenus la base d'invention majeure des années 1917 et 1980. Mais l'essentiel ne résidait pas dans les technologies spécifiques. Massé comprenait que son rôle principal était de changer le regard des gens sur la nature, la planète et l'avenir de l'humanité. Et c'est là qu'il a agi ouvertement. Il est devenu l'un des premiers militants écologistes en France, bien avant que l'écologie ne devienne un sujet à la mode. Il a donné des conférences sur la nécessité de protéger l'environnement, écrit des articles sur l'impact de l'industrie sur la nature et organisé des initiatives locales pour la protéger. Nous vivons sur la seule planète que nous ayons, déclara-t-il lors de ses discours.
et nous la détruisons comme si nous en avions une des rechanges. On l'écoutait attentivement. Il y avait dans ses propos une force de conviction qui provenait non pas des connaissances théoriques, mais d'une compréhension profonde, presque mystique, du lien entre l'homme et la nature. Au milieu des années 1970, l'intérêt médiatique pour l'affaire de Valensole s'était estompé. Mas n'en était que plus heureux. Las de l'attention constante de la presse et des touristes, il en avait assez. Mais les contacts avec les êtres ne cessaient pas. Ils venaient de manière irrégulière, parfois à plusieurs mois d'intervalle, parfois sans réapparaître pendant un an ou plus. Toujours la nuit, toujours au même endroit, dans le champ de lavande. Mas n'avait plus peur d'eux. Au contraire, il attendait ces rencontres avec impatience. Les êtres devinrent comme de vieux amis qui lui rendaient visite de temps en temps pour partager nouvelles et sagesse. Les informations qu'il recevait modifiaient progressivement sa vision du monde. Il réalisa que la Terre n'était pas unique. Il existait des milliers de civilisations intelligentes dans l'univers, à différents stades de développement. Certaines avaient atteint la perfection technique, d'autres se développaient spirituellement, et d'autres encore avaient trouvé l'équilibre entre technologie et sagesse. « Votre civilisation est jeune », lui expliqua l'un des êtres lors d'une rencontre en 1974. « Vous commencez tout juste à comprendre les forces que vous contrôlez. C'est une période dangereuse. Quelle civilisation la traverse-t-elle avec succès? Environ la moitié. Les autres se détruisent ou dégénèrent jusqu'à un niveau primitif. Et qu'est-ce qui détermine le succès? La sagesse précède la force destructrice. Comprendre l'unité de tous les êtres vivants. Prendre conscience de sa responsabilité pour l'avenir de son espèce et de la planète. Et tu penses que nous avons une chance? Tu as des gens comme toi, Maurice Massé. Cela te donne de l'espoir. Mais chaque année qui passe, cet espoir devient de plus en plus illusoire. Massé voit le monde qui l'entoure s'aggraver. La pollution augmente. Les tensions politiques s'intensifient. Les gens s'éloignent de plus en plus de la nature. En 1980, lors d'une de leurs dernières rencontres, il demande directement à la créature. « Nous ne réussirons pas l'épreuve, n'est-ce pas ?» Un long silence. « Certains d'entre vous réussiront, mais la plupart auront du mal. » Qu'est-ce que cela signifie? Dans les décennies à venir, votre civilisation sera confrontée à des crises qui changeront tout. Le changement climatique, épuisement des ressources, bouleversements sociaux. Tout le monde ne pourra pas s'adapter. Et ceux qui le pourront? Ceux qui le pourront créeront un monde nouveau, plus sage, plus harmonieux. Mais le chemin qui y mènera sera douloureux. Massé comprit que son rôle de médiateur touchait à sa fin. Les graines du savoir avaient été semées, la direction indiquée. L'humanité devait désormais choisir sa propre voie. Dans les années 1990, Maurice Massé était devenu une légende de l'ufologie française. Des chercheurs du monde entier se rendirent à Valensole pour rencontrer celui qui avait probablement eu le contact le plus fiable de l'histoire avec une civilisation extraterrestre. Mais lui-même préférait ne pas parler du passé. « C'était il y a longtemps », répondit-il aux questions des journalistes. « J'ai dit tout ce que je pouvais dire. Il n'y a rien à ajouter. » Seuls les chercheurs les plus persévérants lui révélaient parfois des bribes de vérité. « Ils étaient bons », disait-il à propos des créatures. « Ils ne voulaient pas faire de mal. Ils nous étudiaient simplement, comme nous étudions les fourmis. »« Et que vous ont-ils dit ?» demandèrent les chercheurs. « Comprendre. Comprendre que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, et que cela nous impose une responsabilité. Nous n'avons quelle responsabilité? Être des membres dignes de la communauté cosmique. » En 1995, Massé accorda sa dernière interview à la télévision française. Il était déjà âgé. Sa voix semblait fatiguée, mais son regard conservait cette clarté particulière apparue après ses rencontres avec les êtres. « Monsieur Massé, » demanda le journaliste, « si vous pouviez transmettre un message à l'humanité, quel serait-il » Massé resta silencieux un long moment,
regardant par la fenêtre les champs de lavande. « Prenez soin de ce que vous avez, dit-il finalement. Cette planète est la seule que nous ayons, et nous sommes les seuls à pouvoir la sauver. » Maurice Massé est décédé en 2004, à l'âge de 80 ans. Jusqu'à ses derniers jours, il a conservé sa lucidité et a continué à travailler dans ses champs de lavande. Il a légué le lieu de son premier contact pour qu'il soit transformé en réserve naturelle. Que cette terre reste intacte, en mémoire de ce qui s'est passé ici, a-t-il écrit dans son testament. Mais le véritable héritage de Maurice Massé ne réside pas dans la réserve, ni dans les récits de sa rencontre avec des extraterrestres. Nombre des idées technologiques qu'il a soigneusement diffusées pendant des décennies sont devenues la base d'inventions importantes de la fin du XXe et du début du XXIe siècle. Le mouvement écologiste en France s'est en partie développé grâce à ses premiers discours. Les centaines de personnes qu'il a rencontrées lui ont apporté une partie de sa compréhension du lien entre l'homme et la nature. Et certaines ont emporté davantage. Sa fille Marie-Claude a raconté que dans les dernières années de la vie de son père, d'étranges visiteurs venaient parfois le voir, toujours la nuit, toujours seul. Il passait quelques heures avec lui, puis repartait au matin, sans laisser de nom ni de coordonnées. « Qui étaient-ils » demandait sa fille. « Des gens qui ont besoin de réponses à des questions importantes », répondait Massé évasivement. Après sa mort, il s'est avéré que parmi ces visiteurs figuraient d'éminents scientifiques, politiciens et entrepreneurs. Des personnes qui ont pris des décisions qui ont affecté des millions d'autres. Ce que Massé leur a dit exactement reste un secret. Mais nombre d'entre eux sont devenus, par la suite, des défenseurs actifs de la protection de l'environnement, du développement des énergies alternatives et de la coopération internationale en matière d'écologie. Aujourd'hui, 60 ans après les événements de Valençol, le monde est confronté aux mêmes problèmes que ceux dont Maurice Massé avait été mis en garde. Le changement climatique s'accélère, les ressources s'épuisent, les inégalités sociales se creusent. Les tensions politiques mondiales ont atteint des niveaux critiques. Mais il y a de l'espoir. Les technologies environnementales se développent plus vite que quiconque aurait pu le prévoir il y a 50 ans. Les énergies renouvelables deviennent dominantes. La jeune génération fait preuve d'une conscience environnementale sans précédent. Et nombre de ces technologies sont remarquablement similaires aux principes décrits par Maurice Massé dans ses rares notes techniques. Le docteur Hélène Durand, petite fille du professeur d'université avec lequel Massé a échangé des idées dans les années 1960, a récemment publié un article sur les « intuitions étonnantes d'un agriculteur français ». En analysant les notes de mon grand-père, écrit-elle, j'ai découvert que de nombreuses idées qui semblaient fantastiques dans les années 1960 sont devenues réalité dans les années 2020. Maurice Massé avait des décennies d'avance sur son temps. Comment un simple agriculteur a-t-il pu acquérir un tel savoir reste un mystère. Mais certains connaissent la réponse à ce mystère. En 2019, les champs de lavande autour de Valençol ont été déclarés réserves naturelles, officiellement, en mémoire du patrimoine culturel de la Provence. Officieusement, car des phénomènes étranges continuent de s'y produire. Les habitants rapportent des lumières inhabituelles dans le ciel, des bruits étranges la nuit, des parcelles de terre qui deviennent anormalement fertiles sans raison apparente, et certains, très peu, apportent des rencontres. Le docteur Jean-Pierre Martin, climatologue à l'Université de Grenoble, était l'un d'eux. En 2021, il est venu à Valençol pour étudier l'impact du changement climatique sur les cultures traditionnelles de Provence. Dans la nuit du 1er juillet, exactement 56 ans après sa première rencontre avec Maurice Massé, Martin a vu un objet atterrir dans le même champ de lavande. « Je ne croyais pas aux ovnis », confia-t-il plus tard à un petit cercle de collègues. Mais ce que j'ai vu ne pouvait s'expliquer par aucune technologie que je connaisse. L'objet était similaire à celui décrit par Massé, mais plus sophistiqué. Les êtres qui en émergèrent lui étaient familiers eux aussi, grands, avec de grosses têtes, vêtus de combinaisons moulantes, et ils lui parlaient.
Docteur Martin, résonna la voix dans sa tête. Nous sommes au courant de vos travaux sur le changement climatique. Qui êtes-vous? Demanda le scientifique, surpris par son calme. Nous sommes les mêmes que ceux qui ont rencontré Maurice Massé. Nous continuons d'étudier votre civilisation. Pourquoi? Parce que vous approchez d'un point critique. Dans les 10 prochaines années, l'humanité devra prendre des décisions. Comment faire face au changement climatique? Comment répartir les ressources qui s'amenuisent? Comment éviter les conflits qui pourraient détruire votre civilisation? Martin passa plusieurs heures avec les créatures, recevant des informations sur les processus climatiques bien en avance sur la science moderne. Mais surtout, il comprit que l'humanité n'était pas seule à tenter de résoudre ces problèmes. Maurice Masse fut le premier de vos intermédiaires, dit la créature avant de partir, mais pas le dernier. Le moment venu, il y en aura d'autres. Une étude menée en 2023 par un groupe d'ufologues indépendants a révélé une tendance frappante. Au cours des 20 dernières années, le nombre de personnes affirmant avoir reçu des informations en rêve ou en vision sur des solutions aux problèmes environnementaux, le développement de nouvelles technologies et des modes d'organisation sociale a considérablement augmenté. La plupart d'entre elles sont des scientifiques, des ingénieurs, des entrepreneurs, des politiciens. Des personnes capables de concrétiser les idées reçues. Et un nombre surprenant d'entre elles ont visité Valençol peu avant leur révélation. Le docteur Anna Kowalski, physicienne polonaise qui a développé un nouveau type de panneau solaire avec un rendement de 60%, a admis que l'idée lui était venue en rêve, après un voyage en Provence. Carlos Mendoza, agronome mexicain qui a créé un système d'agriculture verticale capable de nourrir des millions de personnes sur une surface limitée, a évoqué des visions nées de sa visite dans les champs de lavande de Valençol. Erik Nordström, entrepreneur suédois dont l'entreprise a développé une technologie de recyclage des déchets plastiques en matériaux de construction, a affirmé que les solutions techniques lui étaient venues naturellement après son voyage en France. Coïncidence? Peut-être. Mais certains chercheurs pensent qu'elle fait partie d'un plan plus vaste. Les forces qui ont contacté Maurice Massé en 1965 semblent être à l'œuvre, a écrit le docteur Michael Thompson de l'Université de Cambridge dans son rapport. Elles transmettent des connaissances essentielles par l'intermédiaire de personnes sélectionnées qui peuvent les mettre en pratique. Si cela est vrai, alors nous assistons à la plus grande opération de sauvetage de civilisation de l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, en 2025, de nombreux problèmes qui semblaient insolubles il y a seulement 10 ans commencent à trouver des solutions. Les technologies de capture du carbone atmosphérique progressent à une vitesse fulgurante. Les systèmes d'intelligence artificielle contribuent à optimiser la consommation énergétique de villes entières. De nouveaux matériaux permettent de construire des bâtiments produisant plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Les innovations sociales prolifèrent également. De nouvelles formes de démocratie émergent. Des moyens plus efficaces de résolution des conflits et des systèmes économiques fondés sur les principes du développement durable. Et derrière nombre de ces innovations se cachent des personnes de valeur, ceux qui sont, d'une manière ou d'une autre, connectés au réseau Valençol, une communauté informelle de ceux qui ont reçu des informations insolites après avoir visité le lieu du premier contact de Maurice Massé. Cela signifie-t-il que l'humanité a réussi l'épreuve? Il est trop tôt pour en juger. Mais pour la première fois depuis des décennies, il y a lieu d'être prudemment optimiste. Les champs de lavande de Valençol fleurissent chaque été, comme il y a 60 ans. Leur parfum se répand encore sur les collines de Provence, attirant touristes et amoureux de la nature. Mais pour ceux qui connaissent la véritable histoire de ce lieu, le parfum de la lavande a une signification plus profonde. Il nous rappelle ce matin du 1er juillet 1965, où un simple agriculteur français fut témoin d'un événement qui changea le cours de l'histoire humaine. Que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, que des forces nous aident à survivre et à évoluer, que l'avenir de notre civilisation dépend de notre capacité à apprendre, à nous adapter et à faire les bons choix. Maurice Massé n'a jamais recherché la gloire. Il ne souhaitait qu'une chose, que les gens comprennent
Nous vivons sur une planète magnifique, dans un univers extraordinaire, et nous avons la responsabilité de préserver cette merveille pour les générations futures. Aujourd'hui, alors que l'humanité est à l'aube d'une nouvelle ère, une ère où nous trouverons le moyen de vivre en harmonie avec la nature et les uns avec les autres, où subirons les conséquences de nos erreurs, les paroles d'un simple agriculteur de Valençol sonnent comme des prophéties. Prenez soin de ce que vous avez. Cette planète est la seule que nous ayons, et nous sommes les seuls à pouvoir la sauver. Et quelque part dans les profondeurs de l'espace, peut-être d'autres créatures nous observent-elles, et espèrent que nous ferons le bon choix. Comme l'espérait autrefois Maurice Massé, debout dans ses champs de lavande, contemplant les étoiles. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. Écrivez dans les commentaires, croyez-vous aux ovnis? Peut-être avez-vous vous-même vu quelque chose d'inexplicable? Et nous avons la responsabilité de préserver cette merveille pour les générations futures. Aujourd'hui, alors que l'humanité est à l'aube d'une nouvelle ère, une ère où nous trouverons le moyen de vivre en harmonie avec la nature et les uns avec les autres, où subirons les conséquences de nos erreurs, les paroles d'un simple agriculteur de Valençol sonnent prophétiques. Prenez soin de ce que vous avez, cette planète est la seule que nous ayons, et nous sommes les seuls à pouvoir la sauver. Et quelque part dans les profondeurs de l'espace, peut-être d'autres êtres nous observent-ils et espèrent que nous ferons le bon choix. Comme l'espérait autrefois Maurice Massé debout dans ses champs de lavande et regardant les étoiles. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. Écrivez dans les commentaires, croyez-vous aux ovnis? Peut-être avez-vous vous-même vu quelque chose d'inexplicable? Et nous avons la responsabilité de préserver cette merveille pour les générations futures. Aujourd'hui, alors que l'humanité est à l'aube d'une nouvelle ère, une ère où nous trouverons le moyen de vivre en harmonie avec la nature et les uns avec les autres, où subirons les conséquences de nos erreurs. Les paroles d'un simple agriculteur de Valençol sonnent prophétiques. Prenez soin de ce que vous avez. Cette planète est la seule que nous ayons. Et nous sommes les seuls à pouvoir la sauver. Et quelque part dans les profondeurs de l'espace, peut-être d'autres êtres nous observent-ils et espèrent que nous ferons le bon choix. Comme l'espérait autrefois Maurice Massé, debout dans ses champs de lavande et regardant les étoiles. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. Écrivez dans les commentaires. Croyez-vous aux ovnis? Peut-être avez-vous vous-même vu quelque chose d'inexplicable.